Alexandre Langlois, donc secrétaire général de la CGT Police. Voilà, comme ça, je suis couvert syndicalement. Je suis gradé et je suis CRS en maintien de l'ordre. Je suis officier de police judiciaire dans un service d'investigation parisien dans un commissariat d'Île-de-France. J'étais au lycée dans les années 80 et je regardais une vieille série télé qui passe plus depuis longtemps, qui s'appelait Deux flics à Miami. Pas le film, la série télévisée. Voilà, avec Don Johnson, des costards en pastel sur mesure, en lin, des Ferrari, le soleil, la marina, le bateau de course qui va bien. Quand on y est à l'intérieur, on se rend compte qu'on est très loin de l'image de l'NCIS avec les experts où il y a énormément de moyens pour résoudre des enquêtes. Et au final, on se rend compte qu'on est beaucoup plus dans la débrouille et le bricolage que vraiment l'image qu'on pouvait s'en faire. Donc, pour répondre à la question, la toute première image que j'ai eue de la police, c'était vraiment les séries américaines. Telle la publicité nous fait aimer le Nutella, les cigarettes, etc., l'alcool, c'est un rapport très positif parce que c'est comme ça qu'on me l'a imposé, la police c'est le bien. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, j'étais par la fenêtre une fois. Et genre il y avait des gars qui tiraient au flashball sur des autres mecs. Et quand j'ai vu ça, dans ma tête c'était vas-y je vais faire keuf, je vais tirer sur des gars. Mais sauf qu'en face c'était des gars comme moi, donc je me suis dit c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Voilà, pour la survie de mon espèce, voilà. Que ma mère, je me rappelle qu'elle disait à mes frères et moi, quand vous voyez la police, vous mettez les mains en l'air. Quand j'avais 16 ans, j'étais encore un peu enfant, je me suis fait tirer dessus. Moi j'ai un copain qui était rentré dans la police quelques années avant moi, il m'a dit surtout rentre pas, c'est pas ce qu'on s'imaginait. Il a dit moi j'étais rentré pour défendre la veuve et l'orphelin et c'est pas du tout ce qu'on m'a demandé. Donc il m'a dit rentre pas, je lui ai fait tu déconnes, ça peut pas être aussi noir que tout ce qu'il me raconte. Bon finalement il avait raison. On est victime de pression hiérarchique qui nous oblige à privilégier la politique du chiffre avant les relations avec les citoyens. On est un groupe de citoyens et de policiers qui œuvrent au rapprochement police-population et qu'on tente de recréer un échange et un dialogue entre la population et sa police afin de permettre moins de haine, plus de compréhension et de tolérance des deux côtés. On essaye de les faire parler un peu parce qu'on ressort des dysfonctionnements que nous on ne connaît pas. Tu as des policiers qui te disent moi je suis peut-être prêt à aller sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de me tenir avec les manifestants face à mes collègues parce que cet ordre-là serait illégitime. La violence, elle augmente de plus en plus. Moi-même, j'ai été agressée au mois d'août dans un quartier pas réputé difficile. Et il est inacceptable que nos forces de l'ordre se ramassent des cocktails de Molotov, ne puissent pas se défendre parce qu'ils n'ont pas de matériel, ils sont pas. Quand ils veulent se défendre, hop, on les envoie en tôle, c'est inadmissible. Voilà quoi. C'est tout un ensemble de choses qui fait que moi, je viens les soutenir. Tous ceux qui sont pas contents, il y en a beaucoup en fait. C'est ça qu'il n'y a pas vraiment de. Des officiers. Non, c'est plutôt des gradés et gardiens. Peut-être quelques officiers et par contre on est sur 0 commissaire. Tous les commissaires de France et de Navarre, voilà, ils n'ont qu'une seule obsession, voilà, les chiffres, les chiffres, les chiffres, pour avoir des bonnes statistiques et pour pouvoir toucher leurs primes. Ça s'appelle indemnité de responsabilité et de performance. Ça peut varier pour un commissaire lambda début à 28 000 € par an. Ça, c'est le minimum, hein. Ça, c'est la base. Hein. Et pour un commissaire divisionnaire, ça peut monter jusqu'à 41 000 € par an. Que de primes. Hein. Quand la priorité est donnée pour interpeller des acheteurs, pour faire du chiffre, pour monter les statistiques en disant vous avez vu, on a interpellé tant de personnes pour du trafic de stupéfiants, ben, moi je ne vois pas trop l'intérêt en fait, parce que ça ne résoudra pas le problème du trafic, de l'économie souterraine et de tous les désagréments que ça peut occasionner. Donc, la consommation du cannabis, c'est hypocrite de dire en France que c'est illégal alors qu'en fait il y a des millions de gens qui fument du cannabis ou qui en consomment. Donc le fait de taper sur les acheteurs c'est facile parce que dans certaines villes d'Île-de-France il n'y a qu'à se baisser pour ramasser du stup pour un policier, il y a juste à interpeller, à contrôler une personne au hasard qui sort d'une cité et en général la personne a du shit sur elle. Donc c'est très facile pour nous, ça fait un fait élucidé, donc ça entre dans les statistiques de fait élucidé et derrière les dirigeants se servent de ces chiffres pour justement promouvoir une éventuelle action bénéfique de la police. Mais là on n'applique même plus les lois, on applique le fait du prince. Donc voilà, on a l'exemple, je donne un exemple parce que ça m'avait marqué, il y a sur le 91 où il y a donc, le département Essonne Sud Paris, il y a une circonscription donc, de plusieurs communes où il y a la police secours, c'est ceux qui viennent en premier s'il y a un problème, qu'on appelle la police, c'est eux qui arrivent en premier. Il y en avait 0 pendant une journée parce qu'il fallait qu'ils aillent protéger le domicile de la compagne de Monsieur Valls à Évry. Donc la priorité des missions de police, c'est la sécurité de la famille du Premier ministre avant 4 ou 5 communes complètes. Donc à partir de là, les gens ne s'y retrouvent plus en fait.
Et c'est pour ça qu'on est là. Et les policiers jeunes, en fait, ont encore peur de la hiérarchie et de l'administration. Il y en a beaucoup qui veulent retourner en province. Et on leur dit, si tu veux vraiment retourner le plus vite en province, sois sage. Ouais. Donc on est pire que sur les bancs de l'école. Le malaise des policiers, il est là. Hein. C'est être commandé par des gens comme ça, qui donnent des leçons à la télé, hein, aux fonctionnaires de terrain, et qui, eux, en coulisses, s'en mettent plein les poches. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la formation. Il n'y a pas d'argent pour payer des munitions, pour vous entraîner. Donc ça fait beaucoup de mal aux fonctionnaires de police. Et les fonctionnaires de police n'oublient pas. Dans l'école de police, quel que soit notre grade et notre corps, on nous formate pour donner la hiérarchie à raison. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous ne pouvez pas discuter. Si jamais vous contestez les ordres, même qui vous paraissent en conscience que vous ne pouvez pas faire, on vous brisera, on vous cassera, vous serez sanctionné. Et il y a des gens qui ont peur en fait. Et il faut que les syndicats majoritaires entretiennent cette peur. Et au fur et à mesure du temps qu'on passe, il y a des collègues 5, 6 ans, maintenant ça va de plus en plus vite qu'on se rend compte qu'on est manipulé et qu'on est les larbins du gouvernement en fait. Mais vraiment. En l'occurrence, les premières victimes, les fonctionnaires de police. Plus de fatigue, plus de burn-out, plus de congés maladie, plus de suicides, plus de malaise et de mal-être au travail, dû à un manque d'effectifs et à une augmentation du temps de travail. C'est pas avec quelques saupoudrages, quelques casques balistiques, quelques boucliers balistiques, quelques G36 par-ci, par-là, que le fond du problème il est réglé. Donc à un moment donné, on a les policiers qu'on mérite. Il faudrait des policiers à la tête des policiers, et non pas des politiques à la tête de la police. Quand vous mettez des préfets de police qui donnent des ordres politiques aux forces de police, on a une catastrophe. Pour ceux qui n'ont pas pu le lire, c'est « J'ai eu peur de riposter. Pardon mon amour, dis aux enfants que je les aime, mais que papa ne rentrera pas ce soir. » Quand c'est le policier qui tire, tout de suite il est démis de ses fonctions et tout. Voilà, il n'y a pas de légitime défense. Mais par contre, quand c'est un voyou du quartier, voilà, on dit non, mais voilà, il trouve l'excuse pour pas qu'il soit jugé en fait. On a le droit de cramer des policiers, mais nous, les policiers, ils n'ont pas le droit de tirer, quoi. On veut dénoncer les conditions avec lesquelles on travaille, notamment à cause du matériel qui est souvent inadapté, désuet, notamment le matériel informatique, les radios défaillantes, certains locaux insalubres. On peut même voir des rats se promener dans des commissariats de beaux arrondissements parisiens. On demande également des véhicules appropriés aux missions, et notamment pour les bacs, des véhicules qui sont appropriés au transport du matériel fourni. On veut également dénoncer le dysfonctionnement du management qui est plus orienté sur la politique du chiffre, des statistiques, que sur la prise en charge des réalités du terrain. On dénonce également la non-réponse pénale. On en a marre de voir des gens qu'on arrête tous les jours, le lendemain dans la rue. C'est nous, c'est la base qui décideront. Il y a eu un mouvement spontané comme ça de nuit, de manière illégale, non déclarée, avec des policiers masqués, cagoulés, etc. Parce qu'en fait, on voulait se démarquer de ce système-là en disant voilà, c'est plus possible d'être complètement déconnecté des réalités du terrain. Il faut que la parole du policier de base soit prise en compte parce que il y a des initiatives qui peuvent être très bonnes, il y a des remontées qu'on peut faire qui peuvent être très intéressantes et en fait on a le sentiment de ne pas être entendu
à la fois de notre hiérarchie et pour le coup des citoyens. On a assisté ces derniers mois à ce qu'on pourrait appeler un coup d'état de la police. Alors on peut se rappeler ces nuits sombres où on a vu la police masquée, cagoulée, criant des slogans nationalistes, défiler de nuit vers les bâtiments officiels, marcher sur les Champs-Élysées. Si ça ne ressemble pas à une tentative de coup d'État. Et par ailleurs, on peut considérer aujourd'hui que la loi de sécurité publique qui est votée à l'Assemblée en ce moment, c'est précisément cette toute-puissance qu'on leur accorde. C'est les pleins pouvoirs à la police. Forcément, on essaie de nous mettre une étiquette, donc contestataire extrême droite pour le coup, parce que forcément, quand des policiers crient racaille en prison dans la rue, on peut se dire que c'est tendancieux d'extrême droite. Moi, je pense qu'en fait, la difficulté qu'on a tous les policiers dans ce mouvement, c'est qu'en fait on n'a pas des talents de communicants, on n'a pas du tout de formation pour nous exprimer en public, pour proposer ou revendiquer des idées claires et précises. Près de 60% du personnel de police aujourd'hui en France se dit prêt à voter pour Marine Le Pen. Presque c'est la police qui te rend raciste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que derrière, ils sont pratiquement obligés de faire preuve de discrimination, je sais pas, les consignes qu'ils ont en tout cas, à croire, hein, c'est voilà, contrôler les Arabes, contrôler les Noirs, contrôler les Lascars, contrôler les gars en survêt, contrôler les quartiers. En prison. D'un truc qui sent mauvais, franchement c'est assez nauséabond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une dimension où le sécuritarisme prend de l'ampleur partout, ils ont une légitimité de ouf, ils sont capables de manifester comme ça, de mettre des coups de pression à l'Assemblée nationale, et finalement ils ont fait quoi? Le gouvernement socialiste leur a concédé, dernière loi votée par ce gouvernement après la session parlementaire s'est arrêtée, ça a été d'aligner les droits des policiers concernant la légitime défense sur celle de l'armée, c'est-à-dire celle de la gendarmerie. Aujourd'hui, si par exemple un individu a un comportement qui peut paraître dangereux, il peut se faire tirer dessus. Si un individu marche dans la rue, que le policier lui demande de s'arrêter et qu'il ne s'arrête pas, il peut se faire tirer dessus. Alors qu'avant, il fallait qu'il y ait un échange d'armes de même niveau. C'est-à-dire qu'un policier de contrôle, si la personne contrôlée sort une arme et menace de tirer le policier, là, il peut avoir équivalence d'armes. Mais t'as les mains dans les poches, t'écoutes ta musique, t'entends pas que le policier t'interpelle, il a le droit légalement de te tirer dessus. C'est pas tellement la question des moyens qui est en jeu, c'est la question notamment du permis de tuer, ce qu'ils appellent la présomption de légitime défense, et de l'armement accru. Donc avec une logique, encore une fois, de militarisation du maintien de l'ordre. Effectivement, ça modifie nos postures parce qu'on comprend qu'on sera de plus en plus en danger. C'est-à-dire qu'on offre encore plus de moyens de répression au bras armé de l'État qui est la police. Quand on parle de militarisation de la police, on parle d'un processus par lequel il y a eu une mutation du maintien de l'ordre en France depuis les années 90, où on a réhabitué les policiers à ouvrir le feu. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de repousser une foule, mais d'ouvrir le feu, de tirer sur une foule et de viser des personnes. Donc les policiers ont repris l'habitude d'appuyer sur la gâchette, d'abord avec le flashball, puis avec le LBD. Et aujourd'hui, on a vu que simultanément, il y avait des armes encore plus puissantes et encore plus dangereuses qui sont expérimentées par les CRS. On a vu une espèce de fusil multi-coup qui peut tirer en rafale des balles en caoutchouc aux abords des manifestations de ce printemps et à la rentrée. Et également, dans le cadre de l'état d'urgence, des fusils d'assaut, HK G36, une arme allemande,
qui ont été distribués dans la police et qui sont déployés aujourd'hui, notamment à Beaumont-sur-Oise, face à des émeutiers. Donc on a progressivement habitué la police à utiliser des armes, d'abord des balles en caoutchouc, puis des armes à feu, contre les indésirables. Comment ne pas avoir de blessés? Eh bien, c'est une performance. C'est le hasard. Dire que la police vise les têtes, c'est une ineptie totale. Ah, attendez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se prennent des tirs de LBD en pleine tête. Oui, ça existe. Mais le tir dans la tête est totalement proscrit. Quand j'ai fait la formation du LBD, vous avez des tirs pour passer l'examen. Donc vous tirez à des distances entre 30 mètres et 20 mètres. Vous devez avoir 2 impacts en cible sur 3 pour avoir l'habilitation. Bon. Je me considère comme assez bon tireur. Une expérience certaine de longue date dans différentes armes, dans différents calibres. Mais 2 tirs d'entraînement, et pourtant, voilà, dans un contexte zen, bonnes conditions climatiques, pas de stress, cible fixe, détendu mais concentré, en pleine possession de mes moyens, pas fatigué. Donc normalement au top. La première, je l'ai mise en dehors de la cible. La deuxième, je l'ai mis pleine tête. Alors que je visais plein nombril. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est une arme précise, mais pas trop, on va dire. Ça veut dire qu'on a en face de nous des gens qui sont hyper mal formés, qui n'ont pas toutes les capacités, je pense, requises pour faire ce métier-là, mais qui sont armés. Moi, je ne demande pas à un policier qui soit trilingue ou qui soit bon en maths, mais je demande qu'il soit psychologiquement stable pour avoir une arme sur lui. On sait que c'est quelque chose de délicat pour plein de monde, mais si la personne est déjà très fragile et qu'elle a une arme et qu'à la moindre pression extérieure dans la rue, elle pète les plombs, comme on l'a vu très souvent, et ben pour moi, ça c'est pas normal. C'est qui le responsable? C'est le fonctionnaire qui a tiré? Ou c'est l'administration qui n'a pas formé son personnel et qui a décidé que l'habilitation serait de 3 ans au lieu de 2 et qu'on n'a pas voulu le former, on n'a pas voulu l'entraîner parce que les munitions coûtent trop cher? C'est qui véritablement le responsable dans l'affaire? Et là, ça a bien dégonflé, hein, parce que j'avais vraiment une énorme patate, j'avais Elephant Man. On a changé d'époque par rapport au CPE en 2006 ou à la réforme des retraites. On est vraiment passé dans une autre époque. Un gouvernement n'a plus peur de mutiler ou de tuer pendant un mouvement social. Je pense que cette escalade en fait de surveillance, de militarisation, ça peut que faire vriller des gens. Et ça peut que faire flipper des gens. Et on le voit, les manifs, pour reprendre l'exemple des manifs qui dégénèrent, c'est quand il y a une surprésence policière. Pendant les manifestations loi travail, quand vous avez à plusieurs reprises, sur différentes manifestations, des groupes de casseurs identifiés, localisés, ils sont connus, ils sont repérés, on sait qu'ils sont là, qu'il n'y a pas d'ordre pour les interpeller, qu'on les laisse évoluer du début jusqu'à la fin de la manifestation, effectivement qu'il y a des dommages collatéraux. Comment voulez-vous qu'il n'y en ait pas? Puisque à la base, on a la hiérarchie policière, la hiérarchie préfectorale a décidé de les laisser évoluer dans la manifestation. Le pauvre syndicaliste qui est derrière là, et qui se prend du gaz la moitié de la manifestation parce que à quelques dizaines de mètres de lui il y a un groupe de casseurs et puis effectivement les gaz se répandent dans la manifestation. Est-ce que c'est la faute du fonctionnaire qui utilise les moyens contre les casseurs?
maintien de l'ordre, les policiers doivent porter un matricule. C'est une toute petite plaque avec un numéro pour les identifier. Chaque matricule est différent et correspond au policier qui le porte. Depuis des mois et des mois, il se donne le droit de ne pas le porter, par exemple. Ce qui nous empêche, nous, en tant que les manifestants d'un côté et les journalistes de l'autre, de les identifier. Donc moi, j'ai déjà été agressé dans le cadre de ma profession de photoreporter par des policiers qui n'avaient pas de matricule. On ne peut pas les identifier. Et ça, c'est quelque chose qui s'autorise à faire. Eh, t'es filmé, reste calme. Il y a eu des yeux arrachés, il y a eu des grenades qui tombent dans les tempes, dans les cervicales, il y a eu des choses un petit peu lourdes. Et du coup, par nécessité, on s'est monté en équipe et on a commencé à soigner les gens. Tout le monde peut être street medic, s'il a envie de s'engager, de venir avec du matériel de soins, chacun à son niveau. On peut être, voilà, comme tu dis, sortir quelqu'un d'une manif par exemple, ça ne demande pas de diplôme particulier. Savoir soigner une plaie peut-être, enfin voilà. Chacun à son niveau va s'impliquer comme il peut. C'est de l'autodéfense de classe, je pense. Ouais, c'est ça, c'est plutôt de l'auto-organisation, de l'autogestion et de l'entraide. On n'a pas un statut particulier, on n'est pas la Croix-Rouge, on n'est pas neutre. On est des manifestants et on soigne notre camarade. Il y a eu des fois où pour des blessés, il a fallu qu'on se mette par cordon, qu'on se serre les coudes et les copains devant prenaient des coups de matraque pendant qu'on soignait un borgne. Le mec, il était borgne, c'était flagrant quoi. Ils en avaient rien à foutre, ils tapaient dedans. Ils vont réussir à nasser comme ça des populations entières de quelques milliers de personnes. Une fois qu'ils les ont enfermés quelque part dans un espace, ils envoient des lacrymos comme ça sans discontinuer pendant assez longtemps. L'armée française ne peut pas utiliser ça dans les pays où elle va faire la guerre. Là. Et donc ça implique des effets secondaires à long terme qui sont neurologiques, qui sont digestifs, qui sont respiratoires. À l'hôpital, on voit des gens qui sont hospitalisés longtemps en réanimation parce qu'ils ont été exposés au gaz lacrymogène. C'est absolument pas rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'État pour se dire on va enfermer des milliers de personnes dans un petit espace comme ça et puis on va les asphyxier puis on va les contenir un peu longtemps. Puis pendant ce temps, on va taper sur les boucliers pour un peu terroriser, faire cet effet un peu SS là comme ça qui fait bien peur à tout le monde. Et puis on va tirer au flashball et puis on va arriver avec les matraques et puis on va rester comme ça pendant des heures. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la stratégie? Il faut se poser cette question-là. Il n'y a qu'en manif que tu as autant de mal à faire sortir une personne blessée. Je vois pas d'autres endroits où on a autant de mal à... Non, c'est ça. Où d'un coup la blessure est plus considérée comme elle le serait n'importe où. Quand on tire au flashball sur quelqu'un qui perd un œil, en fait, c'est pas pour en blesser qu'un, c'est pour blesser tous ceux qui sont autour, c'est pour effrayer les gens. Enfin, c'était un truc de ouf pendant le mouvement. Quand il y avait un tir de flashball, au début, tout le monde s'en foutait. Il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui aient des bleus sur la gueule et vas-y. Là, plus personne voulait s'approcher à plus de 50 mètres de la police de peur de se prendre un tir de flashball. On est confronté à des situations de mort imminente où on est là. Admettons, on est complètement bloqué contre un mur, on a le nez cassé, on est en sang. Et à côté, on voit quelqu'un inconscient au sol en train de se faire défoncer la gueule. Ce truc-là, il dure pas forcément 2 heures, il dure peut-être des fois 5-10 minutes. Et à ce moment-là, ce qu'on ressent, c'est un truc d'impuissance totale. Et ce sentiment-là, il reste marqué, il reste ancré dans le corps et c'est pas rien. Quoi. Et effectivement, c'était vraiment d'une violence, un niveau de violence... Nouvelle. Ouais, nouvelle. La manière, le maintien de l'ordre en question, qui était soi-disant célèbre, le maintien de l'ordre à la française, qui était à distance, tout ça et tout, on est passé en complètement autre chose, avec de la confrontation permanente, du contact, tout le temps. Et effectivement, comme tu disais aussi, ce qui est traumatisant là-dedans, c'est que c'est toujours des violences qui sont très subites, ça va très vite. Et la volonté derrière, elle est de dire, tu vas pas revenir. T'as peur, tu fais des cauchemars, ça va plus dans ton travail, t'es en burn-out à ton boulot, tu poses des arrêts maladie, et bah tu reviens pas.
Ça oblige des gens qui, à mon avis, voulaient absolument pas, s'imaginaient pas du tout dans cette disposition, mais à mettre des capuches et des masques, à se protéger les yeux. Et les banderoles renforcées, par exemple, ça va être monnaie courante. Ça nous permet juste de pas nous prendre des grenades de désencerclement. Et tu peux trouver aujourd'hui sur Internet, avec les récentes mobilisations, je crois que c'est à Nantes, des filles qui balancent comme ça 11, 12 grenades de désencerclement. Il faut se rendre compte aussi que voilà, la répression telle qu'elle est aujourd'hui, elle démocratise des usages insurrectionnels qui n'étaient pas du tout aussi massifs jusqu'alors. On dirait que le CRS, il est seul sur le terrain, qu'il fait ce qu'il veut. En gros, il arrive en camion, il débarque, et après il fait ce qu'il veut. Non, mais non, c'est pas ça la vérité. Le CRS, il est soumis aux ordres qu'on lui donne. Il ne fait pas 2 mètres dans Paris sans qu'on lui donne un ordre. Quelle que soit l'insulte qui nous est lancée, moi personnellement, et pour beaucoup de collègues, ça glisse sur moi comme de l'eau sur mon kawaii. Alors là franchement, je m'en balance comme de l'an 40. Parce que si depuis le temps, je devais me préoccuper de toutes les insultes, et en 20 ans, elles ont évolué, bon, mais il y a toujours du florilège. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une perte de temps et une perte de salive totale. Ça n'a aucune espèce d'influence sur nous. Vous êtes là pour Adama, oui ou non? Vous êtes là pour Adama, oui ou non? Vous êtes là pour Adama? Alors je vous entends crier Adama, 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 Adama. Là, ça a signé un petit jeune, 3 gendarmes sur sa cage thoracique, 240 kilos, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça, c'est pas son rôle à la police. Ni à la gendarmerie, ni à quelconque force armée qui est supposée être là pour nous protéger. Ouais, ben ils manifestent, mais bon, ils manifestent de leur côté, et nous aussi de notre côté. Le rôle de la police aujourd'hui, personnellement, je pense que je suis en plein doute, franchement. On a tendance plus à régler ses problèmes soi-même qu'à directement à appeler la police. Et je pense que avec toutes ces manifestations, notamment celle d'aujourd'hui, pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet dernier, le rôle de la police est sérieusement remis en question. Surtout on est des immigrés, tout ça, et on est super mal vus.
Ils disent qu'on est en France et c'est un pays truc. Mais non, aujourd'hui, regardez, Adama, Ziad Ebouna, c'est pas Jean-Claude ou François. Je pensais que tout le monde se faisait au moins contrôler une fois par jour ou une fois toutes les semaines. Je pensais que c'était normal, j'en avais aucune idée après. Je me fais contrôler combien de fois par jour? J'habite au Muro, je me fais contrôler 3 à 4 fois par jour. Ils me connaissent ma plaque d'immatriculation. Donc même quand je sors du matin, je sors de chez moi le matin, ils sont là à venir me contrôler devant chez moi. Or qu'ils savent que je suis un citoyen comme tout le monde et qu'ils viennent me faire chier. Au moins une fois par mois, franchement, c'est pas pour rentrer dans les clichés parce que je suis black, mais sérieusement, c'est sérieux. J'ai des amis qui sont d'origine française et des fois on a des petites discussions pendant les pauses et on discute des contrôles de police. Elles me disent qu'elles ne sont jamais fait contrôler, jamais de leur vie, même pas une seule fois. Alors que moi, en étant conducteur, en étant une personne de banlieue, je me fais contrôler quotidiennement 1 à 2 fois par jour. Moi, je me suis fait contrôler quelques fois. C'est vrai que je ne me suis pas fait souvent contrôler. Ça, c'est vrai. Oh, mais j'ai déjà vu des blancs se faire contrôler. Hein. Après, moi, je suis souvent en voiture. Après, j'ai du mal, je sais pas. Hein. J'entends pas souvent ça. Mais ils contrôlent pas tout le monde. Ça, c'est sûr. Il y a plus de blacks qui sont contrôlés. Je sais pas. C'est bizarre. L'ambiance, franchement, c'est limite, t'es africain, on te contrôle, tu fermes ta gueule. Et puis, je sais que j'ai déjà eu plusieurs conversations pendant mes contrôles. Et souvent, les flics me disaient, en gros, si t'es pas content, rentre chez toi. Et cette phrase, on la connaît tous. Hein. En tant que banlieusard, je l'ai entendu plusieurs fois. Si t'es pas content, tu rentres chez toi. Parce que c'est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes en 2016 et on a encore des crimes commis par la police et qui sont dans l'impunité totale et que la justice à chaque fois couvre dans un pays comme la France qui affirme être le pays des droits de l'homme. Je suis désolée, c'est inacceptable et ça doit changer pour de bon. L'habillement de dire qu'ils sont là pour protéger les citoyens n'est qu'un prétexte pour que la majorité des gens qui ne remettent pas en cause le système puissent vivre leur vie tranquille. En ville, vous vous faites buter pour ce que vous faites tuer pour ça, ce que vous faites, et en banlieue, on se fait tuer pour ce que l'on est. Et j'avais vraiment trouvé que ça résumait tout le problème, la différence entre eux et nous, tu vois, dans les banlieues et les quartiers défavorisés. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour qu'il y ait justice et vérité pour Adama et qu'il n'y ait pas de Adama après. Donc on va prendre les noms de toutes les victimes qu'il y a eu, en tout cas, avant Adama. Il y en a eu quelques-unes après Adama, mais il faut qu'il n'y en ait plus. Je vous demande d'être très attentif à tous ces noms qui sont rentrés en tout cas dans l'histoire et qui sont là à côté d'Adama. Et on reprend tous ensemble, vous reprenez tous après moi. Adama Traoré, on n'oublie pas. Adama Traoré, on n'oublie pas. Ça va garder. On n'oublie pas. On pardonne pas. Ibrahim Sy, on n'oublie pas. On pardonne pas. Sidney Manoka, on n'oublie pas. On pardonne pas. Malik Oussekine, on n'oublie pas. On pardonne pas. Mohsin Seouli, on n'oublie pas. On pardonne pas. Hakim Azimi, on n'oublie pas. On pardonne pas. Rachid, on n'oublie pas. On pardonne pas. Mohamed Berissi, on n'oublie pas. On pardonne pas. Makome Mbowale, on n'oublie pas. On pardonne pas. Bouna Traoré, on n'oublie pas. On pardonne pas. Zied Bana, on n'oublie pas. On pardonne pas. Larami Samoura, on n'oublie pas. On pardonne pas. Ali Ziri, on n'oublie pas. On pardonne pas. Ibrahim Diakité, on n'oublie pas. On pardonne pas. Mahamadou Marega, deuxième, on n'oublie pas. On pardonne pas. Baba Traoré, on n'oublie pas. On pardonne pas. Aboubakari Tandia, on n'oublie pas. On pardonne pas. Ali Ziri, on n'oublie pas. On pardonne pas. Wissam El Yamni, on n'oublie pas. On pardonne pas. Amin Bentounsi, on n'oublie pas. On pardonne pas. Lamine Dieng, on n'oublie pas. On pardonne pas. Sidney Manoka, on n'oublie pas. On pardonne pas. Et la liste est encore longue. On n'a pas tous les noms à portée de la main, mais la liste est longue. Il faut en compter une victime par mois. Depuis des décennies en France, des gens se font tuer par la police, les forces de l'ordre, et justice n'est jamais rendue. Pourquoi justice n'est pas rendue? Parce que les criminels portent l'uniforme. Et ils sont placés au-dessus de la loi.
être vous. Et c'est ce qu'on essaie d'empêcher. C'est pour ça que ce problème ne concerne pas que les victimes. Ça concerne toute la population. Il faut vous mobiliser tous. Depuis les maires de la place Vendôme jusqu'à Amel Bentoutsi, Assa Traoré, Ramata Dieng, qui sont celles qui aujourd'hui constituent l'armée qui lutte contre les violences policières, bien, ce sont les femmes. Notamment, et ça on peut pas le nier, parce qu'on ne subit pas l'arbitraire policier de la même manière dans les quartiers. Hein. Ça serait, quand c'est les frères Traoré qui se mobilisent, on voit où est-ce qu'ils finissent, quoi, en prison. Et on frappe les frères Traoré parce que Assa Traoré parle trop fort, dit-on, dans les couloirs des commissariats. J'étais à Beaumont-sur-Oise, je suis parti voir la famille Traoré et on était posés au milieu de leur quartier et on parlait tranquillement. Les gendarmes sont passés une première fois, ils nous ont regardés, ils sont passés une deuxième fois en faisant demi-tour, en nous faisant des fucks comme ça. Après on s'est habitué à des choses en se disant c'est normal. Voilà, on habite le quartier, les flics ils viennent, ils tabassent tout le monde, ils peuvent repartir, c'est normal, c'est le jeu du chat et de la souris et tout ça. Sauf que moi j'estime pas avoir été un délinquant. Tu vois, il m'arrivait de faire des petites bêtises plus jeunes, comme n'importe quel jeune qui a grandi en France, dans un milieu rural ou urbain. T'as vu, des fois, je sais pas, voilà, petit vol à l'étalage à l'épicier, une connerie comme ça et tout ça, ça arrivait. C'est déjà arrivé à tout le monde. Sauf que la répression qu'on a eue dans la face, elle était 1000 fois trop disproportionnée, tu vois. Et donc, les premiers rapports qu'on a eu avec la police, c'était des rapports de pouvoir. Et des rapports de pouvoir qui servent le pouvoir. Tu vois le truc ? De domination. Si tu as un uniforme, tu passes à travers tout. Et voilà, moi je pense qu'ils commencent à le savoir et qu'ils commencent à se permettre de faire ci ou ça sous prétexte de leur uniforme. Et voilà, en sachant qu'ils vont pas être inquiétés derrière. Et c'est ça qui devient malsain, tu vois. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'ils gardent en secret pour éviter de justement attiser un peu plus la haine des jeunes de quartier. Au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter de stigmatiser ce jeune de quartier qui, sous prétexte qu'il est à 2h du matin dehors, il est là pour foutre le bordel. Moi, j'ai 27 ans, je travaille, je suis aide-soignant à domicile. Et au jour d'aujourd'hui, à 2h du matin, je me retrouve dehors juste pour prendre l'air parce que j'ai envie de prendre l'air. Maintenant, si c'est interdit de sortir de chez soi, parce que la police, elle veut nettoyer les rues, comme ils le disent et ils le prétendent, mais c'est pas comme ça qu'ils y arriveront. Maintenant, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des animaux. Justement, on est là pour parler, on est là pour dire les choses. Si les gens ne le comprennent pas, on n'y peut rien. On ne va pas non plus rester chez nous, se cloîtrer, s'enfermer, devenir casanier, sous prétexte que la police nous fait peur. Parce que c'est même, comme il a dit, c'est même pas une crainte, c'est même pas une peur, mais on est... on se dit, si je sors trop tard, ils vont me voir dehors. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir me chercher la merde? On ne sait jamais. Mon premier contrôle avec la police, j'étais très jeune. Je marchais dans la rue avec un ami à moi qui était noir, il faut le dire clairement. Et on marchait donc dans un quartier aux Ulysses, là où on a grandi dans le 91. Donc il y a plusieurs quartiers sensibles et il y a quelques résidences, tu vois. Et on marchait à côté d'une résidence. Et en fait, les mecs sont sortis de la voiture, l'ont ouvert façon Starsky et Hutch, nous ont sauté dessus, ils ont dit ouais, il y a une dame qui s'est fait agresser, à qui on a volé son sac à main, c'est vous, on nous a, tu vois, machin. Et moi j'ai dit, tu sais, moi j'avais 10, 11 ans, quoi, j'avais peur de la police, moi. C'est tout petit, je dis, mais non monsieur, c'est pas nous et tout. Et mon pote, lui, il était un peu plus déjà, tu vois, guéri, donc on s'est mangé des claques. Ouais, mon pote il me disait ah vas-y c'est pas grave, toujours comme ça avec eux et tout. Et moi je disais mais si c'est grave, on n'a rien fait. Le flic il a dit si t'as fait quelque chose, t'as volé le sac et tout. Enfin bref, au bout de 5 minutes ils nous ont laissés. Et ils sont partis. On avait 10-11 ans. Ça nous a marqué. T'as vu, 30 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard, je t'en reparle, tu vois. Lui il s'en rappelle pas peut-être le flic de l'époque, parce que pour lui c'est juste il a pris un jeune, 2-3 tartes et c'est terminé. Et déjà à partir de là, j'ai compris que les rapports qu'on allait avoir avec eux, ils allaient être compliqués. Mon premier vraiment qui m'a choqué, c'est j'étais avec mon cousin ici à Marseille. On était sur la corniche et on s'est fait arrêter en scooter. On était sur un booster qui était à mon cousin. Ils nous ont arrêtés en nous disant ouais à qui il est le scooter, vous l'avez volé à qui, bougnoul, nani, nana. Au final gratuit parce qu'on nous a même pas embarqué, on nous a même pas si. Ils ont fait 3 vérifications, ils ont vu que le scooter il n'était pas volé, tu vois, et ils nous ont laissé repartir. Mais c'était peut-être la première hagra que j'ai subie, on va dire. J'étais jeune, j'avais quoi, j'avais, je sais pas moi, 13-14 ans. Ah mais moi ma mère elle sait hein. Moi pareil pour ma mère. Des fois je me dis fais attention à la police, comme ça, parce qu'elle voit à la télé ce qui se passe et elle voit même dans notre entourage ce qui se passe. Elle voit les gens qui se font tabasser et
les policiers qui réagissent comme des gamins. On peut dire qu'ils réagissent comme des gamins, en nous insultant de fils de pute et tout le reste. Moi, depuis les attentats, barbu comme je suis, physiquement je suis imposant, sans vouloir me vanter, ça n'a rien à voir, hein, mais systématiquement c'est des contrôles, systématiquement. Et je peux être, je te dis, avec une fille ou je peux même être avec ma mère, devant ma mère ils vont me contrôler systématiquement. Voilà. Même si c'est juste pour me faire perdre 10 minutes. Hein. Nos jeunes se font agresser, insulter, et la police se pose en victime. La police passe toujours dans la cité en faisant des doigts d'honneur, des insultes racistes, bande de salariés, bande de sales négros. L'enquête est en cours, je ne peux pas apporter des accusations comme ça gratuites. Il s'avérait vrai que la police en fait a coursé en fait ce jeune qui est décédé en fait, et ils ont provoqué mon fils. Ils lui ont dit écoute-moi bien, là ton copain, ton meilleur copain, il est entre 4 planches et toi tu vas terminer derrière les barreaux. J'ai toujours été du côté de la police. Quand mon fils faisait une bêtise, il faut qu'il paye. Il a fait une bêtise, mais là ce que j'ai vu là, je suis sidérée. On m'a défoncé ma porte à 6h du matin. Ils ont frappé mon fils, ils m'ont tenue avec ma fille pour regarder la scène, genre regarder comment nous on est les cow-boys. On m'a dégradé mon mobilier. Le lit de mon fils, ils l'ont saccagé. Ils ont passé mon fils à tabac devant sa petite sœur qui a 10 ans et devant sa mère. Une maman en fait d'un copain à mon fils, pareil, ils lui ont mis sa porte par terre. Cette femme a des gros problèmes cardiaques. Au jour d'aujourd'hui, cette femme, c'est une épave parce qu'elle a été choquée en fait de la scène avec une violence inouïe. Il y a mon cousin la semaine d'avant, il s'est fait arrêter à Castellane. Et au métro Castellane. Et en gros, ils l'ont contrôlé. Et genre voilà, il était un peu énervé, il se laissait pas faire, il parlait un peu mal. Et ils lui ont dit calme-toi, sinon on te fait comme Théo. Ce qui a beaucoup choqué et qui a mobilisé un peu l'émoi national et même international dans l'affaire Théo, c'est la matraque télescopique dans l'anus, quoi. Ça, c'est comme si c'était un pas de trop, tu vois. Et d'ailleurs, le mec dit ça, c'était accidentel. Mais ce genre d'histoire, d'abord, c'est déjà arrivé. Il y a déjà des cas de violence policière avec cette technique précise. D'autre part, combien de lascars, pour monter plus vite dans le fourgon, en garde à vue, sont pris des coups de matraque dans le cul, quoi. Il y en a, ça a peut-être pas pris ces proportions-là, mais on peut parler de technique policière. Pour le commun des mortels, pour le citoyen moyen, voilà, qui ne s'est jamais confronté à ce genre de choses. Pour lui, c'est impossible. Les éléments fournis en ce moment par les GPN sont que il s'est interposé violemment. Il a agressé les fonctionnaires de police. Ils ont eu fort à faire, même à 4 fonctionnaires, pour l'interpeller. Un grand gaillard, costaud, en pleine possession de ses moyens, quelles que soient les blessures après coup. Quand il y a une confrontation vraiment physique avec quelqu'un, enfin tout peut arriver, quoi, malheureusement, quoi. Et la matraque télescopique, le fonctionnaire de police, manifestement, d'après ce que le GPN dit, d'après les rapports, a voulu donner des coups dans les jambes, comme il est préconisé. Jusqu'à présent, à aucun moment, on a présenté Théo comme le fautif. Ce genre de pratiques peuvent rappeler qu'on n'est pas un homme, qu'on est un sous-homme et qu'en fait on n'est rien et que l'autorité c'est l'autre et que nous on doit se courber face à l'autorité. Effectivement, procéder à un viol avec une matraque, etc. face à quelqu'un qui veut se montrer digne, c'est une manière de lui montrer tu n'es rien et que je peux faire tout ce que je veux de toi.
au minimum, c'est une garde à vue ou en prison derrière. C'est pas à la mort. Et t'en as, je sais pas, ils manquent d'adrénaline, ils tournent toute la journée. Il faut remettre aussi en cause l'organisation du temps de travail chez la police. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment un policier peut gérer son temps dans un quartier où, a priori, il n'y a pas de problème? Ou en tout cas, même s'il y a un problème et que c'est des gamins de 14 ans, on ne peut pas arriver, sortir des voitures, terroriser les gens. Et voilà, moi je pense qu'il y a toute une pédagogie à avoir et il y a un travail de remise en question que l'État doit faire sur le métier de policier. Le racisme d'État français nous méprise. On en a marre et on est là pour vous dire qu'on va s'organiser par vous-même. On est là pour dire qu'on ne croit pas en votre maquillage qui met à l'intérieur de la police des policiers noirs, arabes, chinois et que sais-je encore. On n'y croit pas. Et je vais vous dire pourquoi on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas les apparences. Nous avons appris à lire entre les lignes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas ce que vous nous montrez pour nous rassurer. Ce qui nous intéresse, c'est l'ADN de la police. Et l'ADN de la police est profondément colonial, profondément raciste, profondément négrophobe. Et que même si ce n'est pas de votre fait en tant qu'individu, vous obéissez aux ordres d'un système viscéralement négrophobe, raciste, assassin, criminel. Vous obéissez à une justice qui a accouché le code noir, qui a légitimé le colonialisme et qui légitime aujourd'hui le néocolonialisme. Nous n'avons rien contre vous en tant qu'individu, mais nous tenons à vous dire que vous n'avez plus à laisser votre cerveau dans les vestiaires. Vous devez réfléchir parce que vous servez un système injuste, un système qui justifie la France-Afrique, qui justifie l'ordre qui nous exploite depuis des siècles et nous n'acceptons plus cela. Donc nous allons crier Black Lives Matter! 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 On intègre comme normal la violence qu'on subit. La violence policière qui nous est infligée, on l'intègre comme tout à fait normal. Et c'est seulement ensuite qu'il faut faire un effort de réflexion et de prise de distance pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout normal. Et qu'on ne doit pas accepter cette place indigne qu'on nous oblige à accepter tout simplement. C'est l'art en fait, en vrai, il n'y a que ça que tu peux faire pour parler d'eux sans te faire toucher. Fuck les keufs, si on est condamné à goûter vos tasers. Fuck les keufs, te regarde devant ta mère ou devant ta soeur. Fuck les keufs, le 17 et le 911. T'as pas de casier, ben ils t'en font un. Et la police s'étonne que les miennes déconnent. Ça fait longtemps qu'ils ont grandi, les arabes et les noirs. Moha a vu ton chemin touché, il ne peut pas y croire. Viendront te foutre au placard, même si t'as rien dans le tiroir. Et je parlerai bien d'Adama, mais c'est une vieille histoire. On sait très bien qui tue qui, et si on voulait leur tirer dessus, on l'aurait fait. Mais c'est pas en combattant le mal par le mal que ça va mener une solution réelle. Nous, on n'a pas de moyens de défense. Parce que quoi? Parce que même si on a des poings, on a des pieds, on a des armes. Dans les quartiers, il y a des armes. Tu vois ce que je veux te dire? Mais on va pas sortir ça. On n'est pas dans ce milieu-là, on n'est pas dans ce monde-là. Ça sert à rien. Tu vois? Je pars du principe que face à l'uniforme, on n'est rien. Alors, tu as peur des règlements de compte, mais maintenant il n'y a pas que ça en fait. Il y a les keufs aussi qui te frappent. Donc c'est qui te protège, c'est à qui tu dois faire confiance. C'est pas simple vivre en cité en vrai. Ces pratiques policières, elles sont systémiques et régulières dans les quartiers depuis de nombreuses années et en découle une impunité policière où ces policiers ne sont quasiment jamais condamnés. Ils devraient être justiciables comme n'importe qui. Il y a un SDF, il a pris un paquet de pâtes pour se nourrir une fois dans un magasin, il a eu 2 mois de prison. Là, ils ont tué et il n'y a pas la punition à la clé, quoi. Tu sais comment on est chez nous dans les quartiers, tout ça, on porte pas plainte. Et surtout pas contre des flics, hein, parce que bon,
Moi j'aime bien l'IGPN, tout ça, machin. Après, bon, c'est vrai, hein, quand tu parles avec eux, les mecs ils te disent attention, il n'y a pas autant de corporatisme que vous le croyez. Ce qui est dit dans les médias sur les gens qui meurent entre les mains de la police, bah, c'est souvent la police qui donne sa propre version. Et donc si c'est la police qui donne sa version, eh ben, c'est facile en fait de criminaliser un jeune. Les violences policières, elles sont déjà condamnées fermement par la justice française. Moi, en tant que policier, je ne suis pas là pour condamner les violences policières. C'est-à-dire que si des violences sont commises, il y a des enquêtes qui sont effectuées derrière. Et la justice ne nous rate jamais derrière les enquêtes faites pour des violences policières. Donc à ce niveau-là, on peut faire confiance à la justice en tant que policier. Donc, mon frère, c'est quelqu'un en fait, qui a été battu à mort suite à un jet de pierre le 1er janvier. On a eu 10 000 versions, on nous a dit que mon frère avait appelé les policiers, c'était pas savant. On nous a dit d'abord que c'était mort de pliage, mais en prenant la version policière, voilà, c'est un tampon, on va dire que c'est pliage. On nous a dit qu'il est mort ensuite d'un problème cardiaque, puis d'un problème de drogue. On s'aperçoit que finalement qu'il n'était même pas sous emprise de drogue. Aujourd'hui, 5 ans après, on ne sait toujours pas les raisons de la mort, parce que comme dans toutes les affaires de violences policières, et notamment des violences où s'ils font la vérité, ils ne pourraient pas ne pas les condamner à 20 ou à 30 ans de prison. Bah, ils trafiquent tout. Ils trafiquent tout ce qui est possible de trafiquer. On n'a toujours pas la vérité médicale parce qu'on a des délais extraordinaires. Déjà sur le corps, le corps de mon frère, en fait, il nous a été rendu 6 mois après les faits. Et le médecin légiste de la contre-autopsie a dit bon bah je peux pas l'autopsier, le corps il est en putréfaction et tout ça. Ça veut dire quoi ça? Tout a été trafiqué, des photos qui impliquent aussi la police des polices, qui justifient des photos trafiquées, voilà, des scellés judiciaires qui disparaissent et puis réapparaissent. Donc ils réapparaissent, on ne sait même pas s'ils ont bien été, voilà, s'ils sont intacts. En fait, ils ont été inquiétés à un moment donné, puis il y a eu une annulation de la mise en examen. Voilà, ils ont utilisé toutes les ficelles et les dernières ficelles, c'est la chambre d'instruction pour pouvoir faire tout ça. Alors qu'il n'y a toujours pas de vérité médicale. C'est-à-dire que n'importe qui, je regardais sur la mort de Lucie, au bout de 10 jours, ils avaient déterminé les causes de la mort d'une personne qui est morte il y a 50 millions d'années. Au bout de 10 jours, ils avaient déterminé, elle est morte comme ça. Mon frère, ça fait 5 ans. Et en fait, on s'en fout, quoi. Quand des collègues à eux commettent ce genre d'actes de barbarie, de torture, de meurtre, et qu'il y en a certains qui sont présents, qui assistent, et qui continuent à nier les faits, qui continuent à couvrir leurs collègues, je trouve ça dépasse l'entendement en fait. On ne comprend pas pourquoi ces hommes et femmes qui sont là pour faire respecter, pour venir à notre secours, ne prennent pas position et que l'institution policière ne se remette jamais en question. On sent bien que si on ne peut pas compter sur nous, on ne comptera sur personne. Et là-dessus, c'est classique du genre. On n'a vu aucun flic venir nous soutenir sur les affaires de violence policière. Donc ils peuvent parler en amont de ma parole, en aval de ma parole, juste savoir qu'ils appartiennent au système. Et de ce point de vue-là, à mon sens, ils sont délégitimés sur toute la ligne. Ce qui se passe en France avec la façon dont l'État gère les migrants, c'est qu'il y a tout qui est mis en place pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Donc même si de l'extérieur on peut passer de temps en temps pour une terre d'accueil, tout ça, c'est plus du tout le cas, quoi. C'est-à-dire que par exemple, on l'a bien vu avec les expulsions continuelles à Stalingrad, ça sert à tuer leur mental en fait, ça sert à les épuiser, ça sert à les dégoûter de notre pays pour qu'ensuite ils aient plus envie de rester en France, quoi. Donc la police dans tout ça, c'est un peu l'outil ou le bras armé de l'État qui permet de mettre ça en application, quoi. Enfin moi une image qui m'a vachement choqué, c'est les CRS qui piquent les tentes des réfugiés, alors que les réfugiés ils arrivent, ils ont rien, tout ce qu'ils ont c'est un bout de plastique pour pouvoir dormir en dessous, et les CRS leur courent après pour leur piquer leur tente, quoi. Il y avait une distribution de nourriture sur le métro Stalingrad avant qu'il grillage. Et il y avait une autre bénévole et moi.
Et il y avait 5 CRS qui étaient là pour 400 CRS qui étaient là pour surveiller une distribution de bouffe en France. Ils ont que ça à foutre. Et ils disaient ouais après on les dégage et tout. Donc j'ai peut-être provoqué, voilà, je leur ai dit qu'ils avaient ça à foutre, que c'était des CRS de merde et tout. Ils ont rien dit. Moi je me suis occupé de prendre des photos et occupé 2-3 mineurs qui voulaient aller au demi. Ils attendent que je parte, que je sois tout seul pour me foncer dessus à 4, pour me plaquer contre un abri publicitaire à l'abri des regards. Ils me font une balayette, me fait une balayette, je tombe par terre, je me relève, ils me donnent un coup dans le ventre pour que je me plaque contre l'espace publicitaire. Et pour que j'ai peur, parce qu'ils m'ont vraiment fait peur, parce que voilà, ils m'ont fouillé intégralement, mais je vous dis, quand je te dis intégralement, c'est vraiment intégralement. Ils m'ont dit que j'étais une sale pute de bénévole, que j'étais un petit merdeux, que la misère je la connaissais pas. Il y a un CRS qui m'a dit ouais ma mère elle gagne 600 € par mois, qu'est-ce que tu fais pour les Français, nanana. Enfin des remarques racistes comme d'habitude de la part des CRS. Et il y en a 2 qui arrêtaient pas de dire ouais mais tiens on va te ramener, tiens il y a encore l'heure, on peut appeler une patrouille, une voiture de patrouille de flics, on peut te ramener au commissariat, tu vas prendre cher et tout. Donc c'était clairement un jeu d'intimidation, parce que outre le fait que je les ai traités de CRS de merde, ça je pense qu'ils s'en foutaient complètement, qu'ils ont vu que j'étais là pour aider les migrants, qui m'ont fait peur après. Donc voilà, c'est une stratégie pour intimider la solidarité et les personnes solidaires en France. Pendant la loi travail, beaucoup de manifestantes et manifestants ont été durement blessés, mutilés, avec une répression judiciaire. À la suite de ça, donc il y a des gens qui ont dit ok, encore une fois on entendait parler de violences policières, là on le vit aujourd'hui dans notre chair, c'est-à-dire qu'on rentre chez nous le soir, on est mutilé, on a des blessures. Donc il y a des gens qui ont commencé à comprendre à petit niveau ce que vivaient les habitants de quartiers populaires depuis longtemps. Avant la loi du travail, avant la mort de Rémi Fraisse, on avait le sentiment que le monde militant n'était pas concerné. Donc nous, spontanément, on s'est dit il faut qu'on aille les voir parce qu'aujourd'hui ils le subissent ça. Et spontanément, lors des manifestations pour Rémi Fraisse, on a été dans les organisations, dans les groupes de militants qui ont dénoncé la mort de Rémi Fraisse, mais aussi ce qui s'est passé pendant la loi du travail. Donc pour nous c'était important. C'était important parce qu'on a l'impression que dans les quartiers on n'est pas assez entendu, parce que c'est vrai qu'en 2005 on a parlé d'émeutiers, de racailles, de casseurs, mais aujourd'hui c'est pas ça, c'est vraiment l'ensemble de la société qui est touchée, et notamment avec l'état d'urgence, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment que ce soit le monde militant, les quartiers qui ont servi de laboratoire à cette violence et qui maintenant s'étend à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, oui, il y a une réelle convergence qui s'est créée. Ouais, il y a des liens qui sont noués et qui sont toujours là. Hein. Pendant le mouvement social contre le travail, il n'y avait pas que des blancs, il n'y avait pas que des bobos, il y avait des gens de partout. Regarde ce qui s'est passé à Bergson, ce qui s'est passé avec Adama. Il y a quand même eu plein de gens qui ont vécu le mouvement social, qui sont déplacés à Beaumont, qui ont fait les manifs à Beaumont, qui sont là pour soutenir la famille. Des fois, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu comme s'il y avait deux mondes qui se rencontraient, mais pourtant, ils arrivent à s'organiser ensemble, à faire des choses ensemble. Il ne faut pas non plus se placer dans un rapport où, en fait, parce que les gens ils subissent une telle répression dans les quartiers populaires, que nous, on doit se rabaisser un peu. Mais en fait, il faut réussir à poser le truc pour dire, vous subissez ça au quotidien, nous, on subit ça de manière plus indéterminée. Ça dépend des moments, de la conflictualité qui règne en France et tout, à quel niveau tension sont les luttes et tout.
Mais il faut arriver à faire les choses vraiment ensemble et à savoir comment on fait pour qu'ensemble on soit plus fort et qu'en fait on soit pas juste un soutien ponctuel. Non, en fait, il y a des espaces-temps qui sont très différents. La mémoire des luttes de l'immigration et antiraciste, elle n'est pas la même. On n'est pas non plus exposé au même régime d'exception. Il faut se rendre compte qu'au lendemain de l'affaire Théo, il y a eu des tirs à balles réelles à Aulnay. Ça, heureusement, le mouvement social n'a pas encore essuyé ce genre de choses, mais on ne vit pas sous le même régime. Et du coup, cette jonction, ce qu'elle appelle avant tout, c'est évidemment des partenaires qui discutent à égalité, mais elle ne peut pas se décréter. C'est le fruit d'une négociation. Les gens ils se regroupent à des milliers. Et voilà, ils sont encadrés par la police. Soit ils se font encadrer gentiment, soit ils se font frapper. Mais derrière, il n'y a rien qui débouche de ça, tu vois. Alors que quand les gens se sont vraiment rebellés, ont tout niqué, ont niqué tous les magasins, toutes les voitures, tout ci, tout ça, ben à un moment, ils ont été obligés de reconnaître qu'il y avait un problème et qu'il fallait agir. Je demande pas à 2e mai 68, mais je pense que la seule chose qui pourrait faire vraiment bouger les choses, c'est ça. C'est pas une élection présidentielle en carton, c'est pas un changement de gouvernement ou ci ou ça, parce que derrière, tu sais très bien que toutes les lois, toutes les ci, toutes les ça n'arrange rien. Dans toutes ces années, au gouvernement, tu as vu la gauche, tu as vu la droite, tu as vu les ci, tu as vu les ça n'a rien changé. La représentation de la police comme une force neutre qui ne fait que en fait, intervenir quand il le faut, quand c'est nécessaire pour réprimer ce qui n'a pas lieu d'être, elle nous a été inculquée depuis qu'on est jeune, quoi. C'est aussi l'expression d'une dépossession en fait. C'est aussi l'expression du fait que la petite délinquance, la vente de drogue, même en un sens aussi les bastons, c'est des produits des rapports sociaux tels qu'ils sont organisés de façon générale. Donc avoir des gens qui sont employés, qui ont pour travail en fait de s'occuper, de se salir les mains en quelque sorte, bien ça vient aussi avec toute une idéologie qui représente ce boulot-là comme étant nécessaire et comme étant surtout la seule manière de gérer les choses. Donc ça renoue un peu avec ta question initiale en fait. Qu'est-ce que la police devrait être? Eh bien, l'idéal ce serait qu'il n'y ait pas quelqu'un pour faire ce boulot-là à notre place en fait. L'idéal ce serait qu'on ne soit pas dépossédé de la fonction de cohésion sociale, de coopération quoi. Quand tu as une force comme ça qui est complètement hors de notre contrôle et qui est censée, si tu veux, garantir notre sécurité, comme on dit, bien à mon avis c'est fondamentalement l'expression d'une dépossession. Moi je suis policier et fier de l'être, je suis CRS et fier de l'être. Je suis un policier républicain. La devise des CRS, c'est servir. Je sers mon pays, je sers les citoyens. J'aimerais bien servir un pouvoir politique digne de ce nom. Ça ne l'est pas depuis quelque temps. Même depuis quelques mandatures, ça ne l'est plus. Mais ça, il faut faire avec. J'ai rien contre l'individu policier qui, à mon avis, peut être de manière individuelle très intelligent, philosophe et comprendre tous les problèmes dont on est en train de parler. Mais la machine policière en tant que système est dépourvue de tout cerveau. Elle est simplement l'exécutant, c'est-à-dire le bras armé de l'État. Il faut parler au cerveau, donc je ne peux pas me fatiguer à parler au bras armé de l'État. Pourquoi est-ce qu'on blesse les gens? Pourquoi est-ce qu'on les tue? Une volonté de domination peut-être? Ouais, mais une volonté de casser la lutte des classes, de casser les pauvres, ça fait partie d'un même ensemble. En ce sens, il y a quelque chose de vrai dans le mantra « la police est toujours entre nous et nos objectifs ». Parce qu'en fait, dès que tes objectifs vont au-delà des alternatives qu'on te propose, c'est-à-dire mettre un billet de vote dans une urne, acheter bio plutôt que de la viande, dès que ça va un peu au-delà de ça, et dès que tu essayes de faire en sorte de rompre avec ce genre d'alternatives toutes faites, eh bien tu auras affaire à la police d'une manière ou d'une autre. La police, c'est une force aveugle qui intervient quand on lui donne un ordre pour remédier là où en fait les autres forces de coercition n'ont pas suffi. Que ce soit la force de coercition du marché du travail ou que ce soit en fait la force un peu plus diffuse du spectacle de la consommation quotidienne, quoi.
pourquoi vous avez la haine comme ça contre nous, comme ça là? Non mais en vrai c'est la seule question que je me pose envers eux, genre je comprends que nous on ait la haine envers eux, mais pourquoi eux ils sont énervés contre nous à ce point? On a envie d'y croire, on a envie de croire en la justice, on a envie de croire en des policiers qui nous protègent, on a envie de croire en des hommes politiques qui en une population à un moment donné qui est bienveillante et qui se dit bon bah je vais traiter les autres comme je traite mes enfants, on a envie d'y croire ça, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ça. Je voudrais peut-être prendre l'exemple de certains policiers qui sont foutus en l'air. Je pense pas que c'est parce qu'il leur manque un stylo ou que leur voiture soit mal équipée. Je pense que surtout, ils doivent voir des choses et qu'ils doivent le vivre très très mal. Eh bien ces flics-là, il y a un moment donné, ils doivent dénoncer le système policier en tant que tel, qui est là plus pour défendre l'ordre que pour défendre les citoyens. Donc un message à la police, c'est si t'es un bon flic, dénonce ce qui se passe en interne et démissionne. Ces policiers ne parlent pas, nous on continuera à le faire. C'est même pas un caprice en fait, c'est un besoin, c'est soit on fait ça, soit on pète un plomb en fait, soit on pète un plomb. Et j'espère qu'on pètera pas de plomb. On sait qu'ils vont regarder la vidéo, on sait qu'ils vont éplucher chaque phrase et qu'ils vont essayer de reprendre certains d'entre nous sur des mots qu'on aurait pu dire. Parce que c'est la méthode, c'est qu'aujourd'hui ils sont capables de mettre des gens en garde à vue pour un statut Facebook où tu contestes un peu cette autorité-là. Si vous voulez, on chante la Marseillaise ensemble.